Nous sommes le 25 mai 2010. Le vent est mordant de froid sur l'arête nord de l'Everest alors que Peter Kinloch sourit et prend ses dernières photos depuis le toit du monde. Le jeune Écossais de 28 ans pense qu'il vient de réaliser le plus grand triomphe de sa vie, mais quelques minutes après avoir quitté le sommet, Peter trébuche soudainement. Il s'arrête et se tourne vers son guide en disant, paniqué, « Je ne vois plus ». La suite allait tester le courage humain et obliger chacun à faire des choix qui les entraient toujours. Cet alpiniste de l'Everest était mort. Il ne le sait tout simplement pas encore. Bienvenue dans l'extrême. L'histoire d'aujourd'hui commence dans un endroit où vous ne vous y attendriez pas. Ni au sommet d'une haute montagne, ni dans une salle d'escalade risquée. Elle débute dans une crèche à Merseyside, en Angleterre, où un petit garçon montrait déjà les signes d'une obsession qui marquerait sa vie. L'histoire de Peter Kinloch commence vraiment lorsque sa famille a déménagé sur l'île de Skye, en Écosse, alors qu'il avait 11 ans. Son père était un ancien surintendant de police qui avait cette idée que ses enfants devaient découvrir la nature dans sa forme la plus brute. Tandis que la plupart des parents apprenaient le vélo à leurs enfants, le père de Peter l'emmenait gravir des sommets. Alors que la plupart des enfants jouaient un tas des consoles, il partait conquérir des Munros, apprenant avec sa famille à se déplacer en sécurité sur un terrain accidenté et à profiter de la campagne écossaise. Pour ceux qui ne connaissent pas les Munros, ce sont des montagnes écossaises de plus de 900 mètres. Ce ne sont pas de petites collines. Ces montagnes défient même les randonneurs adultes expérimentés. C'est ici que la vie de Pierre prend un tournant décisif. À un moment de sa vie, Pierre a développé une condition médicale qui ferait fuir la plupart des gens des sports extrêmes. Il avait des épisodes de cécité soudaine et totale. Ce n'était pas une vision floue ni une difficulté à voir. Une cécité totale, imprévisible et complète. Son monde devenait soudainement noir. Puis après un certain temps, parfois quelques minutes, parfois plus longtemps, sa vision revenait aussi mystérieusement qu'elle avait disparu. La majorité des parents, avec un enfant atteint d'une telle condition, le surprotégeraient et lui interdiraient toute activité risquée. La plupart des enfants avec ce problème médical adopteraient sûrement une approche très prudente et sécurisée de la vie. La famille de Pierre a fait l'opposé. Ils l'ont emmené faire des ascensions de montagnes de plus en plus difficiles, ce que Pierre a adoré. À 23 ans, il a gravi son premier sommet international majeur, le Kilimandjaro. Ce sommet, ça a tout changé. Il était accro. Après avoir goûté à la conquête des plus grandes montagnes, il en voulait encore. Mais Pierre n'était pas qu'un casse-cou en quête d'adrénaline. Il était brillant. Il a obtenu un doctorat en système d'information à l'université John Moores de Liverpool. Il a été spécialiste informatique pour la police de Merseyside, expert en analyse des incidents et gestion de bases de données. Il était maître de conférences et conférencier motivateur. Il analysait des schémas de données complexes le jour et planifiait des expéditions en montagne la nuit. Il était méthodique, prudent et préparé de façon obsessionnelle pour tout ce qu'il faisait, sauf pour une chose, impossible de s'y préparer. La seule chose qui rôdait dans l'ombre de sa vie. Cette mystérieuse affection de cécité. Petit détour sur ce train du chaos. Pour rejoindre la communauté Xtreme et accéder en avant-première à nos vidéos et sondages exclusifs, rendez-vous sur Patreon. Revenons à Peter et à ce qui rend cette histoire fascinante. Pendant l'enfance et l'adolescence de Peter, alors qu'il se passionnait pour l'alpinisme, ces mystérieux épisodes de cécité persistaient. Mais cela n'arrivait jamais quand il faisait de l'escalade. C'est important parce que, dans l'esprit de Peter, cela signifiait que son escalade et sa condition médicale existaient dans des mondes complètement séparés. Il avait des années et des années de preuves et de données montrant que quoi que ce soit qui causait sa cécité n'entravait pas l'alpinisme. Quand on lui demandait « Grimper des montagnes avec des problèmes de vue, n'est-ce pas dangereux ?» Peter avait une réponse logique. « Cela ne m'est jamais arrivé en grimpant. » Il avait totalement raison jusqu'à ce que ça change. Nous en reparlerons plus tard. Peter progressait rapidement et de façon impressionnante en escalade. Il ne choisissait pas des sommets dangereux au hasard. Après le Kilimandjaro, il a décidé de relever le défi des 7 sommets, ce qui signifie gravir le plus haut sommet de chaque continent. Il ne relevait pas ce défi juste pour lui-même.
Peter agissait pour sensibiliser à troubles obsessionnels compulsifs Action, association soutenant les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, inspirée par une ex-petite amie concernée par cette maladie. De nombreux grimpeurs le font pour la gloire personnelle, mais moi, je veux redonner, a-t-il affirmé en 2009. Le Kilimandjaro en Afrique? C'est fait. Le mont Elbrus en Russie? C'est fait. Le mont Aconcagua en Argentine? C'est fait. Le mont Denali en Alaska? C'est fait. Chaque succès renforçait sa confiance en sa capacité à gérer à la fois ses ambitions d'alpinisme et sa condition médicale. Chaque sommet montrait que sa cécité n'entravait pas son alpinisme. En 2010, Pierre avait terminé 4 des 7 sommets. Il n'en restait plus que 3. Et il y avait une montagne qui dominait toutes les autres. Celle qui attire chaque alpiniste passionné souhaitant prouver sa valeur. Exact, le mont Everest? Alors, Peter s'est inscrit à une expédition sur l'Everest avec une société réputée appelée Summit Climb International. Il a choisi la voie du Nord à travers le Tibet, qui est considérée comme plus difficile que la voie standard du Sud depuis le Népal. Son guide était un alpiniste britannique expérimenté, David O'Brien. Tout dans la préparation de Peter était parfait. Sa condition physique était exceptionnelle et ses compétences techniques solides. Son équipement était de première qualité. Sa compagnie d'expédition était réputée. Ses guides étaient expérimentés et son parcours parlait de lui-même. 26 ans d'alpinisme sans que ses problèmes de vision ne se manifestent jamais en montagne. Plus important encore, son état de santé ne s'était jamais révélé en 26 ans d'alpinisme. D'un point de vue gestion des risques, Peter pensait que cette tendance se poursuivrait. L'expédition a débuté début mai 2010, tout s'est passé comme prévu. Peter a établi le camp de base à 17 000 pieds et a commencé le processus méthodique d'ascension d'acclimatation vers des camps plus élevés. Il ne montrait aucun signe de mal d'altitude. Ses performances étaient insolides et son attitude positive. Mais 2010 a été un mois particulièrement difficile sur l'Everest. Les vents violents provoquaient des conditions dangereuses et de nombreux retards. Les fenêtres météo étaient rares et imprévisibles. Enfin, le 24 mai, le chef d'expédition Dan Mazur a pris la décision. Une courte fenêtre météo s'ouvrait et il était temps de tenter le sommet. Ainsi, à minuit, le 25 mai 2010, Peter Kinloch a entamé ce qu'il espérait être la continuité de l'œuvre de sa vie. L'ascension finale depuis le camp 3, à 27 200 pieds jusqu'au sommet du monde. Mais les conditions étaient de brutales, même selon les standards de l'Everest. Soleil, froid intense, vent fort et neige soufflée. Le grimpeur vétéran Duncan Chessel décrira plus tard les conditions au sommet comme « les pires, 10 fois plus mauvaises que la météo habituelle de l'Everest ». Mais Peter avançait régulièrement et confiant sur l'itinéraire. Au-delà de la première marche, au-delà du rocher champignon, il gravit la fameuse deuxième marche avec ses échelles verticales, franchit la troisième marche, traversant des zones où un faux pas signifie la mort certaine. Et puis, enfin, à 13h. Le 25 mai 2010, Peter Kinloch a réalisé son rêve à l'âge de 28 ans. Il se tenait au sommet du mont Everest, souriant jusqu'aux oreilles, prenant des photos sous le soleil éclatant de l'après-midi qui brillait sur lui. Son guide, David O'Brien, a contacté le camp de base par radio à 13h18. « Nous sommes au sommet, tous de bonne humeur et en bonne santé. » Peter était décrit comme ravi, joyeux et plein d'entrain. Et pourquoi ne le serait-il pas? C'était le moment pour lequel il travaillait depuis l'âge de 8 ans. L'aboutissement d'une préparation méthodique, d'efforts physiques incroyables et de prise de risques calculée. En quelques minutes au sommet, tout était parfait. Puis, ils ont commencé la descente. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de l'ascension de l'Everest. Atteindre le sommet n'est que la moitié du défi. La descente est souvent plus dangereuse que la montée parce que vous êtes épuisé, votre oxygène commence à manquer et les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. Mais Pierre avait fait ce calcul. Il était expérimenté. Il était préparé. Il avait franchi des descentes techniques sur 4 autres grands sommets. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la chose dont il avait eu le plus peur toute sa vie allait se produire au pire moment dans l'endroit le plus dangereux de la Terre. Quelques minutes après avoir entamé la descente depuis le sommet, quelque chose a mal tourné. Peter, qui avait progressé avec aisance et assurance toute la journée, a commencé à trébucher. Il perdait sa coordination, ce qui était incompréhensible pour son niveau.
Lorsqu'ils ont atteint une section technique appelée la deuxième marche, une falaise presque verticale qui nécessite une navigation minutieuse, Peter a fait quelque chose qui a choqué son guide. Il a demandé à David O'Brien de lui montrer comment descendre. Attendez une minute. C'était un alpiniste qui avait réussi à naviguer sur des montagnes complexes toute sa vie, qui avait déjà descendu de nombreuses falaises, quelqu'un qui venait littéralement de grimper cette section exacte quelques heures plus tôt, quelqu'un de techniquement compétent et totalement expérimenté. Pourquoi aurait-il soudainement besoin d'aide pour l'escalade de base? David a sûrement ressenti un frisson indépendant de l'altitude. Et puis Peter a prononcé des mots qui ont définitivement suscité des réactions. J'ai des difficultés. À 8500 mètres d'altitude, c'est normal. Même les alpinistes chevronnés de l'Everest ont parfois du mal à une telle altitude. Mais ensuite, Peter a dit quelque chose qui a glacé le sang de David. « Je ne vois rien, je suis totalement aveugle. » La condition qui avait hanté Peter toute sa vie, la chose dont il avait le plus peur, venait enfin de le frapper. Et elle avait choisi le pire moment possible et le pire endroit possible. Ils étaient à 28 200 pieds, dans la zone dite de la mort par les alpinistes, où chaque minute passée là-bas te tue. Ils avançaient bien sur des arêtes étroites, avec des précipices de 3000 mètres de chaque côté. Le temps empirait et maintenant Peter était complètement, totalement aveugle. Mais voici ce qui rend cette histoire si déchirante. Quand Peter a compris ce qui se passait, il ne paniquait pas. Il n'était pas terrifié parce que dans son esprit, ce n'était qu'un épisode de plus. Ça m'est déjà arrivé auparavant, a-t-il dit à son équipe, mais jamais en haute altitude. Peter s'attendait à ce que sa vision revienne, comme cela avait toujours été le cas. Il pensait qu'il n'avait qu'à attendre le retour de sa vue. Ce que Peter ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, l'altitude extrême avait rendu sa condition mortelle. À cette altitude, il n'y a qu'un tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer. Votre sang devient épais comme du sirop. Votre cœur travaille en sur-régime, juste pour pomper ce sang épais dans votre organisme, et les petits vaisseaux sanguins délicats de vos yeux subissent une pression énorme. Ce qui se passait à l'intérieur des yeux de Pierre était probablement une hémorragie rétinienne due à la haute altitude. Les conditions extrêmes faisaient éclater et saigner les vaisseaux de ses rétines. L'hémorragie était si grave qu'elle obstruait totalement sa vision. Dans des conditions normales, comme au niveau de la mer, les précédents épisodes de cécité de Peter étaient sans doute dus à des troubles sanguins temporaires ou à de légers soucis vasculaires spontanément résolus. Son corps compensait, ses vaisseaux sanguins guérissaient, sa vue revenait. Mais à 8500 mètres, le corps de Peter était déjà à la limite de la survie. Tous les systèmes étaient sous forte pression. Quand les vaisseaux sanguins de ses yeux ont saigné, son corps ne disposait pas des ressources pour stopper l'hémorragie ou amorcer la guérison. Tandis que Peter attendait calmement le retour de sa vision comme avant, l'hémorragie dans ses yeux empirait. Chaque minute qui passait à cette altitude causait plus de dégâts. Plus d'hémorragie, plus de perte de vue permanente. Il attendait quelque chose qui n'arriverait jamais. Ce qui s'est passé ensuite, ce furent 12 heures de la tentative de sauvetage la plus héroïque et désespérée que l'on puisse imaginer. David O'Brien et un Sherpa nommé Jiangbu ont immédiatement commencé à essayer de descendre Peter de la montagne. Comment guider quelqu'un totalement aveugle sur un terrain quasi vertical à 8500 mètres d'altitude? Leur premier vrai problème est apparu à la deuxième marche. C'est essentiellement un mur de roche de 12 mètres de haut, à 8700 mètres d'altitude, avec des barreaux métalliques non fixés. Pour faire descendre Pierre de l'obstacle, ils ont dû lui déplacer les pieds. David se penchait et plaçait le pied de Pierre sur chaque prise, une étape à la fois, le long de la falaise où une seule erreur signifiait la mort certaine. Vous pouvez imaginer, à une altitude où chaque respiration est une lutte et chaque mouvement est épuisant, il portait en fait un autre être humain en bas de la montagne la plus dangereuse du monde. Mais après 4 heures éprouvantes et épuisantes, ils avaient réussi à descendre d'environ 300 mètres jusqu'à un point de repère appelé le Rocher Champignon, à environ 8300 mètres d'altitude. À ce rythme, il leur faudrait des jours pour trouver refuge. Des jours qu'ils n'avaient pas. À 18 heures, ils ont appelé à l'aide par radio et 2 autres Sherpas nommés Pourba et Gwelji sont arrivés d'un point plus bas sur la montagne pour aider, formant ainsi une équipe de sauvetage de 4 personnes.
O'Brien travaillait maintenant aux côtés de ses 3 Sherpas, tous prenant tour à tour le relais pour soutenir physiquement Peter alors qu'ils essayaient de le faire descendre de la montagne. Ils n'ont descendu que 100 mètres de plus. Ils ont tout essayé. D'importantes doses d'oxygène ont été injectées dans le masque de Pierre. Médicaments puissants contre le mal des montagnes. Nourriture et eau pour garder des forces. Ils ont passé 8 heures à descendre Pierre de la montagne, O'Brien coordonnant le sauvetage et les Sherpas assurant l'essentiel du travail physique. Au fil de la nuit, l'état de Pierre s'est aggravé. L'altitude affectait désormais son cerveau, provoquant un œdème cérébral d'altitude où le cerveau enfle littéralement. Il est devenu agressif et peu coopératif. Il a jeté ses bouteilles d'oxygène et son eau, ne pouvant plus marcher, puis s'est effondré dans la neige en refusant de se relever. Pierre abandonnait-il parce qu'il savait qu'il allait mourir, ou le gonflement de son cerveau l'empêchait-il de penser clairement, ou les deux? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est qu'à 2 heures du matin, le 26 mai, l'équipe de secours a dû faire face à une décision impossible. Maintenant, je veux que vous imaginiez cette scène, car ce que je vais vous décrire est l'un des moments les plus déchirants de l'histoire de l'alpinisme. 4 hommes entourent le corps de Peter dans la zone de la mort, plongé dans l'obscurité. Le vent hurle si fort qu'ils peinent à s'entendre. Les mains de David O'Brien sont si gelées que ses doigts, noirs d'engelure, ressemblent à des saucisses, et il peine à utiliser sa radio. Les 3 Sherpas avancent en hypothermie, épuisés, leur corps lâchant tels des zombies. Et Peter est maintenant inconscient. Il est allongé, immobile dans la neige, sa respiration si faible qu'on peine à croire qu'il vit. David le regarde, abattu et inquiet. Voici les calculs qui tourmentaient l'âme de David. En 12 heures d'efforts surhumains, ils n'avaient déplacé Pierre que de 400 mètres sur la montagne. À ce rythme, il leur faudrait 3 jours de plus pour atteindre la sécurité, alors que chaque minute réduit leurs chances de survie. Aucun ne survivrait 3 jours de plus. David regarde sa jauge d'oxygène. Elle est presque vide. Il regarde les Sherpas et leurs yeux sont vitreux et perdus à cause du mal d'altitude. Il regarde Peter inconscient dans la neige, puis David doit passer le coup de fil le plus horrible de sa vie. À présent, le chef d'expédition Dan Mazur est en sécurité et au chaud au camp 3, des milliers de mètres plus bas, et il comprend exactement la demande de David. Le médecin de l'équipe le sait. Tous ceux qui entendent cet appel radio savent ce qui va suivre. Car le calcul brutal de la survie en haute altitude avait abouti. Si on continue d'essayer de sauver Peter, les 5 hommes mourront sûrement. Laissez Peter derrière et peut-être, juste peut-être, 4 d'entre eux survivront. À 2h30 du matin, les mots de Dan résonnent à la radio, atteignant les 4 alpinistes dans la zone de la mort, telles une sentence. « David, tu dois descendre maintenant. Tu as fait tout ce que tu pouvais. » Tu peux imaginer David regardant Pierre une dernière fois. C'est le même gars qui, seulement 15 heures plus tôt, souriait jusqu'aux oreilles au sommet du mont Everest. L'homme ayant réalisé son rêve. Le gars qui lui avait confié sa vie. Pas par cruauté, pas par lâcheté, mais parce que rester signifiait 5 corps sans vie au lieu d'un seul. Peter Kinloch est décédé seul à 8600 mètres l'Ida. Environ 300 mètres sous le sommet qu'il avait atteint seulement 13 heures plus tôt. L'homme qui avait passé toute sa vie à conquérir des montagnes avait finalement été vaincu par l'une d'elles. C'est comme si son esprit disait « J'ai atteint l'Everest. Je n'ai plus besoin de voir, c'est brutal. » Quand cette histoire a éclaté, la presse a explosé. Beaucoup ont appelé David O'Brien et son équipe des héros, et c'était vrai. Ces hommes ont passé 12 heures à 8500 mètres à tenter de sauver Peter alors que leur corps cédait. D'autres les ont aussi traités de meurtriers. Les médias britanniques se sont acharnés sur David O'Brien. Croyez-le ou non, certaines personnes pensaient vraiment qu'il aurait dû rester et mourir avec Peter plutôt que de l'abandonner. Que révèle cela sur leur perception de la vie de David et des Sherpas? En 2011, le corps de Peter a été retrouvé par Rod Hogg, employé de la British Broadcasting Corporation qui escaladait aussi l'Everest. En 2011, un alpiniste nommé Rod Hogg tentait lui-même l'ascension de l'Everest lorsqu'il fit une découverte qui lui brisa le cœur. Il a trouvé le corps de Peter. Après 1 an sur la montagne, Peter était toujours accroché à la paroi, exactement là où David et les Sherpas l'avaient laissé. La glace et le froid avaient parfaitement préservé son corps.
Rod a dit plus tard que lorsqu'il a vu Peter, c'était comme regarder quelqu'un qui faisait juste une sieste, paisible, calme, comme s'il attendait que sa vision revienne, comme cela avait toujours été le cas auparavant. Peter Kinloch est toujours sur le mont Everest aujourd'hui. Son corps restera probablement là pour toujours, car récupérer quelqu'un à cette altitude est considéré comme trop dangereux. Il a donc réalisé son rêve d'atteindre le sommet, mais il l'a payé de tout ce qu'il avait. L'histoire de Peter Kinloch ne parle pas vraiment d'alpinisme. C'est à propos de la volonté humaine fondamentale de dépasser nos limites, même lorsque nous savons qu'il y a des risques impliqués. Peter aurait pu mener une vie sûre et confortable. Il avait un doctorat, un bon travail et une famille aimante. Il aurait pu choisir des montagnes plus faciles ou arrêter l'alpinisme, mais ce n'était pas dans sa nature. Dès 8 ans, il avait accroché une photo du Kilimandjaro dans sa chambre et rêvait sans cesse d'atteindre le sommet du monde. Il est mort après avoir réalisé son rêve, plutôt que sans en avoir eu l'occasion. Le courage dont Pierre a fait preuve tout au long de sa vie en poursuivant des objectifs extraordinaires malgré la connaissance des risques m'impressionne énormément. L'héroïsme de David O'Brien et des 3 Sherpas qui ont risqué leur vie 12 heures pour tenter de sauver une personne qu'ils connaissaient à peine me rappelle les choses incroyables dont les humains sont capables. Quand quelqu'un a besoin d'aide, merci et à la prochaine vidéo. Soyez audacieux et courageux.